Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant le noyau temps réel FreeRTOS. On va voir ensemble, après avoir dans la première vidéo décrit ce noyau, on va essayer de l'implémenter et de le configurer sur un module Arduino. Le module qu'on va utiliser c'est Arduino Mega, mais la procédure est identique pour les Arduino Uno ou Nano. Donc on va commencer tout d'abord par le portage, donc on va montrer la procédure du portage de la configuration de FreeRTOS sur Arduino, puis on va faire un petit exemple de la gestion de tâches par FreeRTOS sur Arduino, donc en implémentant deux tâches. Donc pour le portage de la configuration, bien sûr, on va travailler avec l'environnement IDE Arduino qu'on a déjà décrit. Et on va voir comment on va installer, on va porter FreeRTOS sur, ce, sur cet environnement de développement. Et puis la carte de développement qu'on va utiliser, comme j'ai dit, c'est la carte Arduino Mega. Donc, concernant la gestion des tâches, donc l'objectif sera bien sûr de configurer un projet incluant le noyau préalablement configuré. On va créer deux tâches permettant l'une le clignotement d'une LED branchée sur la sortie D9. On va appeler cette tâche Task Blink. Et l'autre permettant la lecture de l'entrée analogique à 0. On va placer par exemple un capteur LDR. Donc, le schéma de la réalisation hard donc m'intéresse sur le suivant. Donc on a bien sûr la LED qui est commandée par la sortie 9 avec sa résistance 220 et on a la LDR ici qui est commandée par qui n'est pas commandée, qui est branchée voilà à l'entrée analogique à 0. Bien sûr avec sa résistance 10 kΩ qui permet de la polariser et permet le conditionnement de signal puisque la LDR c'est une résistance qui varie en fonction de la lumière. Donc on va créer un pont diviseur de tension pour récupérer une tension qui varie en fonction de la lumière. Donc voilà, donc commençons la procédure d'implémentation en démarrant l'Arduino IDE. Donc on démarre Arduino, environnement développement. Donc logiquement pour moi, là, la bibliothèque de FreeRTOS, je l'ai déjà téléchargée, mais je vous montre comment, télécharger cette librairie directement depuis l'environnement Arduino. Donc on va vers Croquis. Bien sûr, on doit être connecté sur le net. On choisit inclure les bibliothèques et on clique sur gérer les bibliothèques. Donc automatiquement il y a un assistant qui va démarrer. Voilà. Et il va télécharger, il va se connecter au serveur des bibliothèques Arduino et il va proposer tout type de bibliothèque. Alors là, pour affiner la recherche, vous tapez FreeRTOS ici pour rechercher tout ce qui concerne l'implémentation de FreeRTOS ou les bibliothèques de FreeRTOS. La première bibliothèque qui apparaît, c'est celle que vous allez installer. C'est celle de Philip Stevens pour les Arduino Uno, Nano, Leonardo Mega, c'est-à-dire toutes les plateformes ou tous les modules Arduino. Là, j'ai déjà installé la dernière version, c'est la 10.4.1. Elle est déjà installée. Mais pour vous, si c'est une nouvelle installation, vous cliquez sur le bouton installer. D'accord? Donc, une fois c'est installé, donc vous sortez de cet assistant de gestionnaire de bibliothèque et vous vous assurez que la bibliothèque a été installée. Comment? Donc, vous partez toujours vers Croquis, inclure une bibliothèque, et vous devez voir apparaître ici FreeRTOS comme bibliothèque qui a été ajoutée. D'accord? Donc, si elle apparaît, ça veut dire qu'elle a été bien incluse. Alors, où les bibliothèques sont mises dans Arduino? Donc, les bibliothèques nouvellement installées, ils les installent dans un chemin bien connu. C'est vous partez vers votre dossier document de Windows. Et là, vous trouverez un dossier Arduino. Vous ouvrez ce dossier Arduino. Il y a une partie librairie, un dossier librairie. Donc, c'est là qu'il va installer toutes les librairies. C'est là qu'il va sauvegarder toutes les librairies qui sont installées. D'accord?
Alors, supposons que vous n'avez pas une connexion Internet, il suffit de récupérer ce fichier-là. Donc, je l'ai partagé sur la plateforme Moodle du cours. Donc, il suffit de télécharger ce fichier et de le copier ici, de le copier dans ce chemin document Arduino librairie. D'accord? Donc, vous, vous récupérez le dossier FreeRTOS que vous retrouverez sur euh, la plateforme Moodle ou que je peux vous donner bien sûr sur une clé USB et vous le copiez ici, document Arduino Library. Une fois le dossier copié, vous redémarrez votre Arduino, l'environnement de développement Arduino. À ce moment-là, il apparaîtra dans la partie inclure bibliothèque. Il apparaîtra ici. Donc ça veut dire même si vous n'avez pas de connexion Internet, on peut récupérer la librairie correspondante. D'accord. Alors, on a dit que pour pouvoir travailler avec le système d'exploitation, on doit inclure un fichier, le fichier freertos.h, donc le fichier header qu'on doit inclure. Alors là aussi, on peut le faire automatiquement. Donc on va, soit on le fait manuellement, soit on le fait automatiquement avec une petite particularité de Windows. Regardez pour la bibliothèque Windows, on peut, donc édition, je m'excuse, croquis inclure une bibliothèque. On choisit la bibliothèque FreeRTOS et là il a inclus le fichier. La particularité c'est ça. Alors, généralement c'est freertos.h, là il a ajouté c'est comme un préfixe Arduino freertos.h. Donc ça veut dire maintenant on a accès au service et à toutes les fonctions du système d'exploitation FreeRTOS temps réel. Alors, avant de commencer notre application, on doit configurer d'abord FreeRTOS pour être utilisé avec une autre application. Et comme on a vu dans la théorie, donc pour le configurer, c'est le fichier de configuration qu'on a vu, donc que je vais ouvrir. Donc on va l'ouvrir. Il se trouve dans le chemin qu'on a dit. Donc on va vers Documents. Dans Documents Arduino, j'ouvre les librairies et j'ouvre FreeRTOS. Là, je pars dans la partie source. Je retrouve les fichiers du noyau, c'est-à-dire le portage. Par exemple, on va retrouver le fichier en tête Arduino freertos.h, le fichier de configuration freertosconfig.h. On retrouve aussi les fichiers du noyau, le fichier task.c avec son header, le fichier timer, sémaphore, que tout ce qu'on a vu. Et la partie qui dépend du processeur, à savoir la partie portable, port.c, port macro.h. Alors là, ce qui va m'intéresser, c'est le fichier de configuration. Donc je dois le configurer manuellement. C'est-à-dire il n'y a pas un assistant ou une fenêtre. Donc il suffit de l'ouvrir. Donc je vais ouvrir freeatos.h. J'ai déjà un éditeur HTML/C, mais vous pouvez l'ouvrir avec un éditeur de texte normal. Ça a pris quelques secondes pour s'ouvrir. Donc, parce que j'ai utilisé par défaut HTML Studio, mais comme j'ai dit, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel éditeur. Donc là, découvrons ce fichier. Donc on retrouve, voilà, tout ce qu'on a vu dans la théorie, ça veut dire les constantes globales qu'on veut configurer. Par exemple, ici c'est config use preemption, ça veut dire la préemption est activée. Là c'est le CPU head, donc là c'est la variable fcpu, là c'est une constante que, qui a été mise à jour dans les variables globales fcpu. Ça veut dire pour nous ça soit 16 MHz. Ici, le nombre de priorités maximales, ici c'est 15, c'est-à-dire ici c'est le maximum de tâches qu'on peut créer. Là, c'est la taille minimale de la pile, 192 octets. La taille maximale du nom qu'on peut donner à la tâche, et bien d'autres choses. Par exemple, ici, les mutex sont activés, les sémaphores comptage sont activés, les queues non. Donc, voilà.
Alors, la configuration des timers là aussi, c'est activé. La priorité qui est donnée par défaut à ces timers. Donc, et après les services. Quels sont les services qu'on veut activer? Par exemple, ici, la fonction task priority set a été activée, priority get. Oui, donc par exemple, moi, je ne vais pas utiliser la fonction task delete, je vais la désactiver. Queen resource, elle aussi. Ça permet de suspendre, je ne vais pas suspendre de tâches, par exemple. Resume là aussi, c'est normal. Là, plus vous désactivez de fonctions, de services qui ne sont pas utilisés, plus l'empreinte mémoire, et je sauvegarde tout simplement. Je sauvegarde. Voilà, bien sûr ici, pour les priorités, j'ai uniquement deux tâches. Donc je vais mettre ici, au lieu de 15, je vais mettre ici maximum 5 par exemple. D'accord. Sachant que 0 c'est la priorité la plus faible et 5 ce sera la priorité la plus forte. D'accord. Donc je sauvegarde. Donc voilà la configuration. Vous ouvrez le fichier freeethosconfig.h manuellement et vous changez les options des constantes globales et vous activez ou désactivez les services que vous désirez. Voilà, je ferme et je reviens à mon application. Voilà. Donc rappelez-vous, donc l'idée c'est quoi? Donc on doit créer deux tâches. Une qui s'appelle euh, TaskBlink. J'enlève les animations. Donc une qui s'appelle TaskBlink, c'est pour le clignotement de la LED sur la sortie des 9 et l'autre qui s'appelle Task Analog Read. C'est pour la lecture de l'entrée analogique. Donc comment se structure notre application? Donc on a d'abord inclus le noyau. Et après, on déclare les entêtes des fonctions des tâches qu'on va utiliser, void. Après, j'indique le nom de la tâche. On a dit que la première tâche, c'est task blink. Donc, l'entête, c'est normaliser le nom de la tâche, puis une variable euh, de type void qui peut être passée comme paramètre. On va avoir un TP dans lequel on va pouvoir passer des variables comme paramètres aux tâches. D'accord, donc là, c'est notre première tâche. Après, void. La deuxième tâche, c'est task analog. Task analog read. Void. La même chose. Pointeur vers un paramètre. D'accord. Après, on va voir est-ce qu'on aura besoin de variables globales ou non. Donc, dans la partie setup, logiquement, c'est là où on va commencer par. Donc, je peux logiquement commencer par saisir le code des différentes tâches. D'accord. Alors, vous remarquerez que si dans une application FreeRTOS dans Arduino, la fonction loop reste, reste vide. Donc, la commentaire, ça veut dire c'est là où on va faire les tâches, le code des tâches. D'accord. Première tâche, on a dit, je prends cette en-tête-là, c'est task blink. Premier commentaire, task blink, voilà. Et j'entre pour saisir le code. Et on a dit que le code s'exécute en boucle infinie, donc logiquement, je dois mettre ici while 1. Voilà, donc ça, c'est la structure. Donc ici, le code qu'on va exécuter la tâche, et comme on a vu dans le cours, donc là, si on a besoin de faire une initialisation préalable à l'exécution de la tâche. Donc là, je vais récupérer la variable. C'est pas obligatoire, mais pour vous donner une idée, on peut récupérer la variable paramètre si on veut. Ici, on va pas travailler avec. Comme j'ai dit, c'est pas obligatoire, mais pour vous rappeler. Et je fais le choix d'initialiser tout ce qui est matériellement lié à cette tâche. Donc, dans mon cas, par exemple, task blink, c'est la sortie D9. Donc, je dois configurer cette sortie, c'est la broche D9, je dois la configurer en sortie. Donc, pin, puisque c'est une ressource propre
propre à cette tâche, on peut choisir de là, donc 9 output. On peut bien sûr déclarer une étiquette comme on a vu dans le cours des Arduino. Donc là, ce choix, donc cette initialisation, ça concerne les ressources que va utiliser cette tâche. Comme je peux faire ce qu'on faisait avant, ça veut dire prendre ça et les mettre dans la partie setup, c'est-à-dire initialisation. On fait une partie initialisation, input, output, et on la met ici. Donc c'est un choix. Soit initialiser ici parce que c'est une ressource propre à cette tâche, soit initialiser comme une instance globale. Donc moi j'ai choisi de première option. Et après, j'entre dans le code qui va s'exécuter, le code en boucle. Donc ce code c'est le clignotement, donc je vais allumer la LED, donc digital, digital, digital write, donc 9 high. Et là, logiquement, dans un programme normal, on fait délai, par exemple, 500. Mais là, vous allez remarquer que c'est un... Si je fais le délai 500, ça veut dire quand le scheduler entrera ici et donnera la main à cette tâche, donc automatiquement, la tâche, donc on va allumer la LED, et ce délai-là, donc le microcontrôleur, pendant ce délai, ne va rien faire, parce que c'est un délai propre à l'application, et c'est pas un délai généré par le système d'exploitation, c'est-à-dire un délai software du système d'exploitation. Et là, ce qui serait bien, c'est que pendant ce délai, le scheduler fasse autre chose que travailler avec cette tâche. Donc c'est pour ça que j'appelle une fonction bloquante qui va bloquer la tâche, qui va la mettre à l'état bloqué pendant un certain délai. C'est ça l'idée. Donc ça s'appelle vtask delay. Donc c'est un service vtask delay. Et j'indique le délai avec multiple de la période du tic. Donc ici, par exemple, il y a une variable globale qu'on peut utiliser pour tic, période, millisecondes. J'espère que je ne me suis pas planté dans la syntaxe, d'accord? On va voir. Donc ça veut dire ici, j'ai choisi par exemple 2000 millisecondes, ça veut dire 2 secondes, c'est-à-dire pendant ces 2 secondes, la LED a été allumée, mais pendant ces 2 secondes, le scheduler va bloquer cette tâche et va voir est-ce qu'il y a une autre tâche qui peut être exécutée. Et après 2 secondes, cette tâche devient prête. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va réexécuter autre chose. Il va éteindre la LED. Donc, et après l'avoir éteint, là aussi, il donne la main. Avec vtask delay, il va donner la main au scheduler pour exécuter d'autres tâches pendant cette durée. D'accord, donc ça c'est la tâche concernant le clignotement de la LED. Maintenant, on va saisir le code de la tâche concernant la lecture de l'entrée analogique. Voilà. Je vais changer le nom. Donc on a task analog read, analog read. Je vais récupérer le paramètre pour vous rappeler qu'on peut récupérer le paramètre. Et là, on a dit que les entrées analogiques, pas la peine de les initialiser parce qu'ils sont déjà en entrée. Mais là, je vais utiliser par exemple l'interface série pour récupérer la valeur correspondant à la luminosité. Donc je vais initialiser l'interface série. Serial.begin et je vais initialiser avec un débit de 9600 bits par seconde. Là, là aussi, je peux, si c'est une ressource, cette interface série, si c'est une ressource utilisée par plusieurs tâches, là, il est préférable de l'initialiser dans la partie setup ici. Mais ici, puisque c'est l'interface série
n'est pas utilisé par la tâche Blink. Donc, j'ai fait là aussi le choix de l'initialiser à l'intérieur de la tâche, puisque c'est une ressource propre à cette tâche. Et je commence le traitement. Alors là, le traitement, on va récupérer euh, la donnée. Donc, pour récupérer la valeur analogique, si vous vous rappelez bien, c'est analogue read, et j'indique l'entrée analogique à 0. Mais je dois déclarer une variable. Donc là aussi, je vais ici déclarer une variable int qui va contenir la valeur numérique. Donc par exemple, je vais l'appeler sensor value. Voilà. Et là, je viens, c'est une variable propre, locale à la tâche, et je vais la sensor value égale. Donc là, je vais récupérer la valeur numérique correspondant à la tension fournie par le capteur de lumière. Ça veut dire une valeur comprise entre 1 et 1023. Donc sensor value comprise entre 0 et 1023. Pourquoi? Parce qu'on a un convertisseur analogique numérique 10 bits. Une fois récupéré, je vais l'envoyer vers l'interface série. Donc println, je peux ajouter une petite phrase comme on a fait dans le TP, mais là je vais l'envoyer directement, uniquement la valeur value. Pourquoi L1? Parce que retour à la ligne. Alors là aussi, si j'exécute cette tâche comme elle est, que si par exemple cette tâche elle est prioritaire, je lui donne la priorité la plus élevée, donc là qu'est-ce qui va se passer? Donc il va entrer ici, il va commencer à exécuter cette tâche sans s'arrêter en boucle infinie, et il ne va pas pouvoir exécuter les autres tâches qui sont de moindre priorité. C'est pour ça que je vais essayer de la bloquer pendant un certain temps pour donner la main aux autres tâches, vu que c'est une grandeur analogique qui varie par exemple, je ne sais pas, qui varie toutes les demi-secondes, c'est pas une grandeur qui va varier toutes les microsecondes, donc je vais bloquer cette tâche avec la même fonction btask delay pendant, je peux fixer directement, donc pendant un cycle. Voilà. Donc voilà le code des différentes tâches. Alors, comme on a dit dans la théorie, le fait d'écrire le code, ça ne veut pas dire que ces tâches vont s'exécuter par le scheduler. Donc là, il faut créer les TCB et créer les tâches. Donc c'est la première chose qu'on va faire dans le setup, c'est créer les TCB correspondant à chaque tâche avec la fonction task create. Donc x task create. Et là, si vous vous rappelez bien, on doit saisir trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de la fonction ou de code C correspondant à cette tâche. Dans notre cas, c'est task blink, copier-coller pour ne pas avoir de problème dans la syntaxe, suivi d'un nom, chaîne de caractères qui va faire référence à cette tâche. Je vais l'appeler blink red par exemple. Mais attention, je ne dois pas dépasser 8 d'après le fichier de configuration. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là c'est 9. Je vais tout simplement l'appeler blink 1. Le troisième paramètre, c'est, euh, si vous vous rappelez un petit peu, c'est la taille de la pile. Donc soit je fais appel à cette constante. Encore une fois, il va démarrer. Donc la constante qui indique la taille minimale allouée à la pile, ou tout simplement je saisis une tâche manuellement, la taille manuellement. Le quatrième paramètre, c'est euh, le paramètre que je peux transmettre. On a dit qu'on peut donner la valeur nulle s'il n'est pas utilisé. Après la priorité, je choisis la priorité nulle. Et après le handler, là aussi, je ne vais pas utiliser de handler.
C'est-à-dire ici, il n'y aura ni paramètre transmis, ni header utilisé. Donc, une fois cette tâche, cette fonction exécutée, ça veut dire le TCB de la tâche sera créé et je refais la même chose pour la deuxième tâche. Je récupère le nom de la fonction analogue ici, corrige. Je récupère le nom de la fonction. Je l'appelle sans sort par exemple. J'affecte la même taille, mais je lui donne la priorité 1. Donc ça veut dire task analog read, il est plus prioritaire que le clignotement, vu qu'il a une priorité 1, c'est logique, parce que c'est de la. Donc maintenant on va démarrer, on va appeler la fonction qui permettra de démarrer le scheduler. Le système d'exploitation, c'est v task start scheduler. Donc vous remarquerez que la couleur n'a pas changé, pour la simple raison que dans l'environnement Arduino, c'est pas obligatoire d'appeler cette fonction parce qu'il est automatiquement appelé par l'application à la fin du setup. Dès que vous incluez la bibliothèque d'Arduino, donc automatiquement euh, cette fonction-là sera exécutée juste après la création des tâches. Mais pourquoi je l'ajoute, même s'il n'est pas obligatoire, c'est parce que dans les autres systèmes temps réel, micro COS2 ou d'autres, donc on doit respecter une certaine logique qui est la suivante. Dans une partie setup, on commence en général par créer les objets, les événements qu'on va utiliser, par exemple les sémaphores, les files d'attente et tout ça. Après, on crée les TCB des tâches et après on démarre le scheduler. C'est toujours dans cette logique. Les objets et les événements, sémaphores, files d'attente si ils sont utilisés. Je déclare les tâches. Je crée les tâches, ça veut dire je crée leur TCB et après je démarre le scheduler. Donc voilà. Donc j'essaie de compiler le programme. Voilà, il y a ici une erreur. Donc c'est le S que j'ai oublié. Et certainement ici, oui. Là aussi j'ai oublié le S ici. Ouais. Je recompile. Donc voilà. Donc la compilation c'est bien terminée. Donc là aussi je vous rappelle que vous pouvez récupérer le fichier hex et le téléverser via notre outil si vous voulez. Et il donne toujours le chemin ici où se trouve le fichier hex. Donc bien sûr la compilation, avant la compilation, il faut sauvegarder. Donc je l'avais déjà sauvegardé. Donc j'ai créé un dossier TP-RTOS dans lequel j'ai appelé ce fichier TP Arduino, TP1 Arduino, parce que RTOS a implémenté Arduino. Voilà. Donc maintenant on va essayer de réaliser le montage et après de téléverser notre application et de la tester. Donc voilà, le montage a été réalisé. Donc la carte a été branchée. Donc là on a la LED qui est branchée avec le pin 9 et on a la LDR qui est branchée avec l'entrée analogique A0. D'accord? Donc on va vérifier le port. Pour vous rappeler, donc logiquement c'est le port 5 comme 5. On va vérifier est-ce que c'est le même port. Parce que rien ne garantit donc après si on débranche la carte et on la rebranche, rien ne garantit que le même port lui sera affecté. Ici c'est le COM5, c'est toujours le même port, donc pas de problème. Donc je vais vers outils, la carte c'est Arduino Mega, oui, et le port c'est COM5. D'accord, je téléverse. Voilà. Donc vérifions d'abord est-ce que il y a le clignotement de la LED. Donc voilà. Donc on avait choisi un clignotement de 2 secondes. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à vérifier? Est-ce que vraiment les deux tâches fonctionnent? C'est-à-dire est-ce que je récupère la valeur du capteur? Donc pour vérifier ça,
Donc je récupère le... Donc voilà, l'aide il est en train de clignoter et je récupère la console, j'ouvre la console. Là, vous vous doutez bien, le problème c'est la synchronisation. On avait choisi 9600 bits par seconde. Donc je synchronise à 9600 bits par seconde. Voilà. Donc je vais mettre ma main ici sur le capteur LDR. Voilà, la luminosité elle change. Et le clignotement est toujours là, regardez, donc ça clignote toujours. Donc ça c'est entre guillemets le pseudo multitâche. Donc ça veut dire que notre programme fonctionne. Les deux tâches ont été bien, le noyau a été bien implémenté et les deux tâches fonctionnent. Donc voilà, donc voilà pour cette vidéo. Euh, Après, on va voir la prochaine vidéo concernera une idée globale sur l'implémentation des sémaphores et des, des files d'attente. Après, donc, on va démarrer le scheduler. C'est la fonction V, task, start, scheduler. Alors, vous remarquerez qu'il n'a pas changé de couleur parce que c'est pas une obligation. Donc, c'est pas une fonction qu'on est obligé de déclarer. Dans les autres noyaux temps réel, donc c'est ça la logique. Donc, je crée les objets ou des événements si on a des sémaphores ou des files d'attente. On crée les TCB des tâches, puis je démarre le scheduler. Donc, c'est ça la logique. Mais puisque Arduino, c'est un petit peu grand public, donc cette étape-là, elle est faite automatiquement par l'environnement. Donc, pas la peine de l'appeler, mais moi, je vais l'appeler pour vous rappeler cette logique-là. Je crée les objets, les événements et les objets, les services. Après, je crée les tâches et après, je démarre le scheduler. D'accord. Donc, je vais sauvegarder mon fichier, donc enregistrer sous. Bien sûr, comme d'habitude, notre dossier TP. Est-ce que donc j'ai pas un top. Donc, je vais l'appeler TP FreeRTOS par exemple. TP FreeRTOS par exemple. Et là, je vais l'appeler TP1, mais concernant Arduino, par exemple. D'accord. Donc, je vais le compiler. Voilà, donc la première erreur, c'est parameter was not declared ici. Oui, c'est normal, j'ai oublié le S. Je recompile. Je pense que c'est la même chose pour cette tâche-là. Il va me donner une erreur ici. Oui, parce que j'ai oublié le S. D'accord. Comme j'ai dit, il y aura un TP, on va voir la récupération de paramètres. C'est-à-dire, on va envoyer un paramètre avec la création de la tâche. Par exemple, on peut envoyer comme paramètre de création de la tâche la durée d'exécution de la tâche, la durée du clignotement. Alors là, je vous rappelle encore une fois qu'on peut récupérer le fichier hex. Il vous donne le schéma ici, où il a sauvegardé le fichier hex. D'accord. Donc maintenant, il reste à tester l'application. Donc, on va réaliser le montage, on va implémenter le programme.